Bonjour, bienvenue. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous présenter le dernier livre paru aux éditions du commun, le 14 mai. Il s'agit de Se faire virer dans la collection des réels, qui est une collection littéraire où on édite des livres, des histoires singulières, des récits à la première personne qui viennent questionner des enjeux souvent plus disons collectifs, communs. Ici, deux récits. Ce livre est composé de deux récits, deux témoignages sur le monde du travail dans le cinéma. Le premier, Se faire virer dans un cinéma d'art et essai, et le second, sur les plateaux de tournage. Et nous sommes avec Manon Delattre, l'autrice. Bonjour Manon. Bonjour Sylvain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Manon Delattre, j'ai 40 ans et je suis un peu graphiste, un peu autrice. Je jongle entre les boulots qui me font vivre en CDD ou en freelance, les projets bénévoles et puis de l'écriture qui prend de plus en plus de place dans ma vie et qui grâce aux éditions du commun est diffusée. C'est super. Et une chouette écriture du coup parce que, alors je reviens rapidement sur la jeunesse du livre, mais nous on a reçu ton livre d'une manière un peu particulière puisqu'on l'a reçu déjà édité entre guillemets, je dis entre guillemets, pas dire que c'était une auto-édition, un fanzine. Je me trompe pas, on est d'accord là-dessus. Et donc on l'a reçu. Alors nous d'habitude on reçoit des manuscrits ou alors on va à la recherche de textes vers des autoristes, parce qu'on les connaît, on a déjà travaillé avec eux ou elles. Et là en fait on a reçu ce fanzine et moi j'ai vraiment accroché à la lecture. Je l'ai reçu pendant le confinement, en plus le dernier confinement. Et c'est vrai que ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est une écriture vraiment très précise. Il y a des descriptions techniques qui sont vraiment parfois presque poétiques. Genre, je t'en avais déjà parlé Manon et que j'ai vraiment adoré. Et puis le sujet qui est passionnant, un premier texte qui évoque ton expérience en tant que projectionniste, puis assistante de direction dans un cinéma d'art et essai, et la manière dont ce changement de poste, entre autres, a été difficile à vivre pour toi. On va y revenir. Et donc nous, on a aimé ce premier texte. Et on t'a demandé dans la foulée d'en écrire un deuxième, et c'est là que tu as écrit Camera Obscura sur une autre de tes expériences dans une équipe caméra sur les plateaux de cinéma. Et voilà, donc il s'agit de deux textes liés à des expériences de travail dans le milieu du cinéma. Et moi, ce que je voulais ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui t'a amené déjà peut-être à écrire ce premier texte, le texte Se faire virer. Oui, Se faire virer, c'est un mélange de plusieurs choses. Je baigne dans le milieu de l'image depuis très longtemps et depuis assez jeune, j'ai envie de travailler dans l'image et donc je me suis mise à écrire petit à petit sans vraiment m'en rendre compte. Et donc, avant ce fanzine-là, j'ai fait d'autres fanzines, puis je voyais bien que dès que j'écrivais un courrier, je mettais 2 heures à écrire un courrier parce que j'avais envie qu'il coule. Et donc, certains de mes amis avaient déjà lu des textes que j'avais écrits, donc savaient que j'aimais ça. Et quand j'ai commencé à être en conflit dans mon travail de projectionniste, à vouloir quitter ce métier-là, pas pouvoir le faire dans de bonnes conditions parce que ma patronne me refusait une rupture conventionnelle, j'ai beaucoup échangé avec des amis sur ce que je traversais. Et une de ces amies assez vite m'a dit ce serait formidable si tu pouvais, une fois que ce sera derrière toi, une fois que tu seras sorti de toute cette histoire dure, si tu pouvais écrire dessus. Elle avait dans l'idée que ce serait pour diffuser sur un site internet d'infos sur les luttes parisiennes. Et au final, c'est pas ça qui s'est passé. Mon texte est devenu très long. Et ça allait pas pour ce site. Et en y réfléchissant, je me suis dit, j'ai quand même envie de le diffuser. Et je l'ai auto-édité à prix libre en faisant un petit fanzine à prix libre que j'avais toujours sur moi. Et très vite, c'était assez fou parce que
je le passais dans la rue à des gens avec qui j'échangeais sur des douleurs au travail, ou je l'avais sur des stands. Et très vite, en fait, je le vendais à prix libre, mais en fait, je le donnais à tout le monde. Parce que c'était plus important pour moi qu'il se diffuse plutôt que de faire des sous, quoi. J'avais besoin que ça se diffuse, et c'est formidable tous les échanges que ça a amené par la suite, quoi. Et oui, surtout la diffusion en fanzine, c'était l'idée que cette histoire individuelle assez douloureuse qui s'était bien terminée, mais qui a quand même été très dure, devienne une aventure collective, que je puisse transformer cette aventure solitaire qui est devenue collective par l'échange et les aides que j'ai eues sur le moment à quelque chose d'encore plus collectif avec le fanzine. Et alors là, avec les éditions du commun, c'est le collectif au carré. Ça, c'est clair, et c'est vrai que ça rejoint vraiment notre collection des réels. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu tout à l'heure. Et mais du coup, là, le fait que tu évoques cette démarche que tu as entreprise justement pour écrire ce livre, ça me donne envie. On s'est dit que ça pouvait être chouette que tu nous fasses quelques petites lectures aussi. Et donc, on avait prévu ensemble que tu nous lises le tout début de ce texte, Se faire virer. Donc, si tu en as l'envie, on est tout oui. Ok, mais oui, je veux bien. Je suis plus habituée à écrire qu'à lire, donc on va voir ce que ça donne. Donc ce texte s'appelle Se faire virer, et il commence comme ça. J'ai envie d'écrire comment ça s'est passé, avant que le souvenir ne s'efface. Le déroulé des faits, les dates, les paroles prononcées, les gens. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis combien est immense et fort heureusement inimaginable l'espace à parcourir entre le premier désir conscient de départ et le moment où, effectivement, sont brisés les solides barreaux du taf, du job, du boulot. Ceux contre lesquels on s'est cogné tant de fois avant de les voir, puis de savoir comment les tordre, et finalement les contourner en une ultime pirouette. Le boulot, celui que l'on nomme, que l'on décrit maladroitement quand la question « Et toi, tu fais quoi ?» fait sa traditionnelle entrée en scène. Un espace à parcourir donc, obligatoire. Je me souviens de ces longs mois, tandis que je me démenais pour quitter mon entreprise, que je tentais de ne pas perdre de vue l'essentiel, ce pourquoi je voulais partir, les douleurs nécessaires à traverser, celles à ne pas tolérer. Classé, décidé, balisé pour ne pas flancher. On m'a souvent demandé « Tu pars pour faire quoi ?» Ah ben ça alors, vaste question. Faire quoi ? Aujourd'hui encore, plus d'1 an après, je n'en ai strictement aucune idée. Vivre, tout simplement peut-être. Galérer, c'est sûr. Tirer fort au jour le jour sur chacun des 2 bouts pour faire qu'à la fin du mois, ils se rejoignent. Mais vivre, errer, vadrouiller, sentir l'air qui me traverse, sans être pieds et poings liés sans date de fin au bon vouloir d'un patron, une patronne en l'occurrence, qui peut décider de vous couper les ailes parce que ça lui chante et qu'elle en a les moyens. Je ne me risquerai pas à faire de mon cas une règle générale. J'y repense comme l'expérience concrète de la manière dont chacun de nous bricole pour que son rapport au travail ne soit pas une douleur sans fin. Comment moi j'ai bricolé dans ce cas-là. Comment dans la lutte, si jamais elle se présente, chaque étape a son importance. Comment je n'aurais certainement pas pu, dès le début, de but en blanc, décider froidement d'être présente à mon poste de travail à chaque heure prévue par mon contrat et de n'y pas travailler, de n'y rien faire, jusqu'à me faire virer. Impossible. Il me fallait passer par toutes les étapes précédentes, celles qui font qu'un jour l'évidence est là. Personne ne peut m'obliger à travailler ici et maintenant. Personne. Merci Manon. Du coup, ça, c'est le début de Se faire virer, en effet, comme tu l'as précisé. Et donc, après ça, tu racontes vraiment l'ensemble de cette expérience et de ce moment ce moment très difficile. Est-ce que tu peux justement nous résumer un peu ce premier texte, nous expliquer ce que c'est cette expérience et ce qui a été compliqué pour toi ? C'est assez étrange parce que je me pensais à l'abri de ce que j'ai traversé. Donc c'est assez fou. C'est comme d'apprendre à nager dans l'océan, quoi.
enfin, j'étais projectionniste, j'ai fait beaucoup de remplacements à Paris pendant des années, puis un jour j'ai signé un CDI de 25 heures par semaine comme projectionniste dans un petit cinéma à essai, hyper mignon, avec une programmation qui me plaisait. J'étais projectionniste en pellicule, j'aimais mon travail, il avait du sens pour moi et en même temps il prenait pas trop de place dans ma vie. Quand j'en sortais, je pouvais passer à autre chose parce que j'ai plein de passions à l'extérieur. Enfin, c'était absolument parfait. Et bon, à part le fait que c'était boulot le soir, très physique, mais quand même globalement, c'était la première fois de ma vie qu'il y avait un équilibre qui tenait un peu la route entre la place que prenait le boulot dans ma vie, l'intérêt que j'y avais et l'argent. Mais quand même, je galérais financièrement, 25 heures par semaine. Je gagnais moins de 1200 euros par mois et à Paris, c'est rude. Et du coup, je suis passée à 29 heures, j'ai commencé à trouver ça lourd. Et ensuite, le vrai point de bascule, c'est vers 2013, la projection qui est devenue numérique. Donc, c'est passé du 35 mm au numérique. Et moi, vraiment, il y a eu un point de bascule. Je ne l'imaginais pas à ce point-là. Et donc, je n'arrivais pas à m'avouer que si j'étais si triste, c'était ce petit détail-là qui avait tout changé. Mais clairement, c'est ça qui a changé. Et donc après, il y a toutes les étapes où du coup on me propose, comme j'étais très investie dans le cinéma, on me propose de devenir assistante de direction. Je dis d'accord, mais je veux pas passer à plein temps, mais c'est obligé de passer à plein temps. Et le deuxième point de bascule, c'est à plein temps avec des responsabilités administratives. Et là, j'étais pas surmenée parce que je faisais 35 heures par semaine et que j'avais des temps de pause dans ces 35 heures, mais c'était d'un seul coup, le boulot prenait une place dans ma vie que j'étais pas du tout prête à lui laisser. L'investissement personnel de la direction, les soirées où je devais gérer des choses, enfin bon. Et donc très vite, j'ai senti que j'étais malheureuse et que je me sentais enfermée, un CDI. J'avais l'impression que la prochaine fois que je serais libre, ce serait la retraite. Enfin, c'était l'angoisse absolue. Et donc, petit à petit, je me suis dit, faut que je parte et il faut que je demande une rupture conventionnelle. J'ai fait une formation parce que j'avais des droits à la formation. Et après, j'ai commencé à préparer le terrain pour une rupture conventionnelle en ayant assez peur de ça parce que je savais que ma patronne les accordait au compte-gouttes, qu'elle en avait refusé beaucoup. Donc, j'ai essayé de développer une stratégie pour lui faire comprendre qu'il fallait me la donner, cette rupture, qu'elle avait la chance de me mettre le pied à l'étrier à ma vie suivante, etc. Et elle me l'a refusé. Mais après des étapes assez lourdes où elle répondait pas à ma question, elle m'a fait traîner des semaines avant de me répondre et jusqu'à ce que je fasse la première et j'espère unique crise d'angoisse de toute ma vie. Oui, c'est ça, c'est ce moment-là où d'un seul coup ton corps te fait comprendre que t'es vraiment très mal. Ça m'était jamais arrivé, quoi. C'est mon corps qui l'a su avant mon cerveau. Voilà, j'ai fait une crise d'angoisse assez terrible. Et après, l'étape d'après, c'est des arrêts maladie, des antidépresseurs, et puis l'impossibilité mentale de démissionner, de me dire si je démissionne, elle a gagné, elle m'a écrasée alors qu'elle est richissime, parce que cette femme est très riche et qu'elle pourrait m'aider à partir dans de bonnes conditions. Et si je la laisse gagner, je m'en remettrai jamais psychologiquement. Et donc, il faut que je relève la tête. Et vraiment, là, le moment où je relève la tête, c'est quand j'ai été en contact avec un ami d'amis avocat spécialisé dans le droit du travail qui m'a donné des conseils gratuitement. Donc ça, là déjà, l'aventure, elle devient collective. C'est quelqu'un dont c'est le métier qui accepte de ne pas être payé pour m'aider à partir dans de bonnes conditions et qui a répondu à toutes mes questions pendant plusieurs semaines jusqu'à m'aider à trouver la solution qui a été de décider d'être présente à mon poste de travail et de ne pas travailler jusqu'à me faire virer. Voilà. Et oui, du coup, il faut laisser quand même un petit peu
comment dire, aux personnes l'envie de lire le livre, mais du coup je pense que ça donne envie, mais non, c'est très très bien, au contraire, je trouve que l'explication est très bien, et ça, enfin, tu résumes très bien aussi ce qui moi plu en tant que lecteur dans ton livre, en tant que lecteur, mais aussi avec l'engagement politique qu'on peut avoir aux éditions du commun. C'est en fait, c'est un texte qui porte tout à la fois un regard singulier, personnel, donc sur ton expérience, mais qui vient questionner des choses aussi plus, disons, plus collectives, comme tu le dis, et comme on le disait au tout début. Ça correspond complètement à notre collection des réels, donc c'est vraiment le but. Et c'est vrai que là, ça vient questionner plein de choses, le rapport au travail, mais aussi très précisément, dans le cadre de ce travail-là, tu parlais du passage de la pellicule au numérique. Enfin, c'est des choses que peut-être pas mal de personnes ont vécu aussi, cette transition. Et que ça peut, voilà, il y a vraiment énormément de choses qui viennent dans ton texte, qui sont très intéressantes parce qu'elles viennent mettre en perspective beaucoup d'autres choses en fait que ce qu'on peut attendre à la base. Enfin, c'est dans un texte littéraire. Je trouve que c'est vraiment, pour moi, ça a été. Ça a été vraiment intéressant à ce niveau-là. Et autre chose qui m'a plu, mais là, d'une autre manière, c'est dans nos discussions. Parce que on réceptionne tous les textes d'une manière différente, d'une manière singulière justement en tant que lecteur ou lectrice. Et donc quand on a lu le texte, nos éditions, on y a vu plein de choses différentes. Mais à un moment donné, on a voulu, comme on le fait à chaque fois, illustrer, travailler sur une illustration pour la couverture du livre. Et sur la couverture du livre, on est vraiment parti tout de suite sur un peu le créneau du surmenage, du burn-out, quelque chose d'un peu oppressant comme ça. On a voulu illustrer ça. Et il s'est avéré que ça a amené des discussions entre nous parce que tu m'as dit, alors l'idée c'est de te laisser en parler, mais tu m'as dit que c'était pas du tout ça, que c'était pas de cette manière-là, en tout cas que toi tu voulais le symboliser, et que même c'était pas un burn-out que tu avais vécu. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on en a beaucoup discuté et ça a permis en plus, nous, de retravailler notre identité graphique. C'est-à-dire que normalement, sur notre collection des réels, on a une illustration. Et là, on s'est dit, non, mais en fait, en plus, sur une collection littéraire, c'est un peu compliqué d'avoir une illustration parce que soit ça donne trop d'orientation et on laisse pas assez de place à l'imagination pour les lectrices, et donc c'est dommage. Et donc mieux vaut peut-être partir sur quelque chose de plus abstrait, de moins figuratif, et on a créé une identité graphique en typoésie générative. Alors c'est en fait c'est Fabrice Lurène et Marine Ruot qui ont conçu cette nouvelle maquette de livre. Et donc, en gros, ce sont des caractères typologiques typographiques qui sont justement générés automatiquement en fonction d'un code source qui vient travailler en fonction de est-ce que le livre a un souffle court ou pas, est-ce que le livre... Et donc, chaque livre de cette collection sera travaillé avec ce même principe, mais sera différent en fonction du rythme que le livre a, c'est-à-dire de ce que nous, on considère comme rythme pour ce livre-là. Donc voilà, bref, c'était un petit aparté, mais que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il venait d'une discussion qu'on a eue avec toi, justement sur, pas un quiproquo, parce qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas compris le livre, mais c'est là où c'est intéressant, c'est les ressentis aussi de chaque personne. Et donc toi, en tout cas, la question du burn-out, c'est quelque chose que tu veux absolument mettre de côté, c'est-à-dire que c'est pas un burn-out que tu as vécu. Oui, déjà juste sur la couverture, je suis hyper honorée d'ouvrir le bal de cette nouvelle identité graphique parce que très sincèrement, je la trouve super réussie, quoi. Vraiment bravo. J'ai oublié leur prénom qui l'ont créé, mais vraiment bravo à eux. Fabrice Lurène et Marine Ruot. Bravo à Fabrice et à Marine. Et oui, c'est en plus. Oui, une illustration, ça peut orienter la lecture. Et l'illustration qui était très belle, que vous aviez proposée, elle me posait problème sur la question du sens, pas du tout esthétique. Et puis l'esthétique, en plus, ça vous appartient. Mais elle orientait la lecture du côté de un plus grand que moi qui est oppresseur et moi petite oppressée,
Et dans le burn-out, il y a aussi l'idée de la machine qui écrase, même si moi j'étais face à une machine qui m'empêchait de m'envoler. Vraiment, ce texte, Se faire virer, pour moi, c'est plus un chemin vers la lumière et de reprise de puissance, de trouver les failles d'un système pour justement pas se faire écraser. Et, et ça m'embêtait qu'on prenne une direction où j'étais la victime d'une machine. Surtout que j'ai pas fait de burn-out, effectivement. Enfin, si je comprends bien la définition clinique du burn-out, j'ai pas fait de burn-out. Et puis, j'ai pas été harcelée non plus. C'est moi qui veux faire quelque chose, qui veut partir, et c'est le refus de mon employeuse qui entraîne le début de la lutte. Mais donc, ça commence pas par du harcèlement. Et je considère pas que j'ai été la victime de harcèlement. Le burn-out, je pense pas non plus que j'en ai fait. J'ai pas été surmenée. J'ai même presque plus fait un bore-out qu'un burn-out. Mon boulot me prenait beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup d'espace mental. Mais en fait, pendant mon boulot, j'avais plein de temps mort. C'est juste que je m'emmerdais à mourir. J'avais envie de faire autre chose de ma vie. Et faire ça 35 heures par semaine, c'était trop donné, la vie. Enfin, j'avais vraiment ce sentiment que la vie est trop courte pour passer 35 heures par semaine dans un boulot où tu t'emmerdes. Et donc, c'était insupportable. Cette idée-là était insupportable et ça m'a tuée à petit feu, quoi. Enfin, sauf que j'ai eu le sursaut de partir. Mais ouais, donc je considère que je fais pas du tout partie du cas clinique du burn-out. Après, je suis sans doute l'incarnation dans mon histoire individuelle de ce que l'ennui au travail peut faire à l'esprit, au corps. Ça, oui, clairement. Et puis ça vient compléter de toute manière tout un tas de difficultés au travail, de problèmes qui peuvent survenir. Il y a aussi, comment dire, toute histoire est singulière et donc c'est aussi important d'avoir cette version-là qui montre aussi peut-être pour d'autres personnes que c'est pas, qu'il n'y a pas que le burn-out en fait, aussi comme disons maladie liée au travail reconnue cliniquement. Et que c'est pas parce que d'ailleurs ce n'est pas reconnu cliniquement qu'il n'y a pas des difficultés et que c'est pas important et qu'il y a pas, c'est pas à prendre en compte. Et du coup, tu disais que tu avais envie d'orienter tes textes, que c'était plutôt tourné vers la lumière, en tout cas le chemin, l'envol un petit peu. Et c'est ce qu'on ressent fortement aussi à la fin du deuxième texte, Camera Obscura, je trouve. Et est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce texte le deuxième, du coup, un texte qu'on t'a commandé, parce que c'est vrai que c'est pas un texte que tu as écrit comme ça. T'en avais pas ressenti le besoin, en tout cas initialement, si je me trompe pas. Mais nous, on s'est dit que c'était un peu court. Alors, un peu court. C'est pas que le texte en lui-même était court, mais que pour le travailler en tant que livre, c'était bien si on avait un deuxième récit derrière et que ça le porterait bien aussi. Et donc on t'a commandé un texte et de préférence justement autour d'une autre expérience dans le cinéma, puisqu'on savait que tu en avais une autre et c'est là que tu as écrit celui-ci. Donc. Oui, c'est la première fois que j'ai écrit sur commande. J'ai trouvé ça très intéressant et puis comment aussi toi et moi, on est arrivés au choix du sujet après discussion. Et une fois que c'était parti, c'était parti. Il y avait une évidence. Mais c'est vrai que c'est la première fois que j'écris un texte où j'ai pas un besoin impérieux de le partager à l'origine. Donc et maintenant, quand je le relis, je suis hyper contente qu'il existe. Hein. C'est d'avoir... je me rends compte que c'est aussi, encore une fois, une expérience individuelle qui peut aller vers le collectif, quoi. Donc, en fait, c'est un texte qui vient dans le livre après le premier texte qui s'appelle Se faire virer, mais qui relate des événements qui sont bien antérieurs à Se faire virer, puisque c'est Camera Obscura, c'est un texte plus long que Se faire virer, qui traite de la période de mes 17-18 ans à mes 25 ans, en gros, où j'ai rêvé de cinéma, j'ai rêvé de travailler dans le cinéma, j'ai tout fait pour, j'ai passé des concours, j'ai fait des grandes écoles, puis j'ai finalement travaillé dans le cinéma. Et tout au long de ces années, comment
un rêve se heurte à la réalité du monde du travail, puisque avant ça, mes jobs, c'était des jobs d'été, donc qui n'étaient pas des boulots dans lesquels auxquels je m'identifiais. Et donc d'un seul coup, me rendre compte que ce dont j'avais rêvé, qui devait représenter l'accomplissement de ma personne, de mes passions, me rendait beaucoup plus malheureuse que mes jobs d'étudiante où j'épluchais des pommes de terre dans des restos. Et donc c'est tout ce processus jusqu'à s'avouer à soi-même que j'étais malheureuse, à moi-même que j'étais malheureuse, et jusqu'à l'avouer aux gens autour de moi, et jusqu'à en partir pour devenir projectionniste. Et du coup, dans ce texte, moi, je sais qu'il y a un passage qui m'a vraiment plu, c'est quand tu parles de l'atone 35, c'est ça, hein, c'est l'atone 35. Ouais. On dit bien l'atone, pas l'aton. Je ne savais pas dans le atone 35, ouais. Donc, qui est un type de caméra. Et à un moment donné, tu parles de la manière dont on les recharge. Et c'est très technique. Et c'est là où je disais au début qu'il y avait des passages qui étaient vraiment très poétiques, c'est que c'est un passage qui fait quand même plusieurs lignes, et c'est très technique, mais c'est hyper bien écrit, c'est très poétique, et je trouve ça, voilà, c'est jamais simple, je trouve, de parler de choses techniques et que ce soit joli, quoi. Donc voilà, moi c'est un passage qui m'a plu. Et donc dans ce texte aussi, c'est vrai qu'on découvre un peu un envers du décor, c'est quand même, donc il est vraiment passionnant pour ça. Et à part si on connaît des personnes qui travaillent dans le cinéma, moi j'en connais pas spécialement, mais ou peut-être une personne comme ça de loin, mais c'est vrai que à part si on connaît des personnes qui travaillent dans ce domaine, on n'imagine pas toujours la place que ça peut prendre dans la vie de ces personnes-là. Et c'est ce qu'on remarque vraiment dans ton texte, c'est qu'il y a des périodes où en fait ça prend la totalité de la place. On ne sait même pas quand est-ce que on pourra éventuellement partir en vacances avec des amis, avec sa famille. Est-ce qu'on aura ces week-ends-là de libre ou pas? Et, enfin, c'est assez troublant en fait de voir que tout est comblé en fait, et que tout doit être fait pour ça, quoi. Et en fait, on doit tout sacrifier. Tu le dis d'ailleurs comme ça dans le texte. On doit tout sacrifier pour l'art, pour le beau, quoi. Bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que il y a 2 semaines, j'ai fait une rencontre dans une librairie au Le Mont-en-l'Air à Paris, et c'était super parce qu'il y avait des gens que je connais depuis de nombreuses années qui travaillent toujours dans le cinéma et qui adorent leur métier, et qui m'ont dit que même s'ils adorent leur métier et qu'aujourd'hui ils remettent pas en question le fait de continuer à travailler dans le cinéma, ils s'étaient énormément reconnus dans la place que ça prend et le fait qu'ils se sentent appartenir à une autre planète que celle des gens qui bossent pas dans le cinéma, quoi. Il y a une sorte de mur invisible qui fait que tu peux pas connecter au quotidien avec des gens qui n'ont pas ce rythme de vie de saltimbanque, hein. J'imagine que c'est potentiellement la même chose pour des gens qui sont dans des troupes de théâtre ou qui font de la musique, voilà. Bah, c'est exactement une des questions que je voulais te poser. C'était comment avaient pu réagir les personnes qui travaillent dans le cinéma et que tu avais pu te côtoyer et que tu côtoies justement peut-être toujours. Et c'est vrai que ça me faisait, moi en tout cas, rebondir aussi sur c'est de manière générale, en fait, dans la culture, pas uniquement le cinéma, ce sont des choses qu'on vient rarement questionner. C'est-à-dire que ce sont normalement des métiers passion, et donc on vient pas questionner le temps de travail sur un métier passion. On peut pas. Voilà. Donc je connais des personnes, ma sœur qui est comédienne, c'est vrai qu'elle peut passer un temps monstrueux à travailler, et c'est mal vu de venir dire ah bah oui, mais tu peux pas te plaindre. Enfin voilà, tu peux pas te plaindre. Tu travailles pour toi, pour ton plaisir, tu fais des trucs que t'aimes. Et donc ton texte est bien pour ça aussi, parce que il est très comment dire, il est très lucide, en tout cas, sur le fait que, ok, c'est peut-être un métier passion, mais on peut pas tout sacrifier pour ça, quoi. C'est pas possible non plus. Et, Pardon. Oui. Non, vas-y. C'est que ce soit si difficile à dire et à entendre, moi je trouve ça dingue, mais comme j'ai l'impression aussi de certains amis qui travaillent dans le milieu associatif avec un engagement politique, c'est très compliqué de faire valoir un droit à la déconnexion, à des horaires corrects. Moi, dès le début dans mon boulot,
j'étais encore en école de cinéma, sur un tournage où j'ai gueulé parce qu'on faisait 16 heures par jour et que j'avais atteint un état d'épuisement que je ne pensais pas possible. On m'a appelée la syndicaliste parce que je râlais. Bon, c'était bien sûr, dans ce contexte-là, pas du tout positif de m'appeler la syndicaliste. Bon, j'en étais très fière, mais c'était pas... Ouais, c'était impossible à dire, en fait. Je rompais une sorte de contrat parce que je disais que non, en fait, je voulais pas travailler autant. Bah oui, non, c'est clair. Et c'est vrai que tu as raison de comparer ça aussi avec le milieu associatif, parce que c'est en effet quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les engagements associatifs et militants aussi. Et je te propose peut-être de lire un deuxième passage qu'on avait sélectionné, justement un passage du deuxième texte, Camera Obscura. Et donc où là, c'est au milieu à peu près du livre, mais bon, je te laisse ouais. lire le passage. D'ailleurs, ça rebondit un peu sur notre discussion là. Tout à fait. Ouais. Je n'ai jamais pu me faire à cette prise de pouvoir sur ma vie. Aucune place pour le temps long ou la régularité. Tout, absolument tout, doit pouvoir s'interrompre pour le film qui tombe du ciel. Pour l'équipe, pour ton chef-op, pour ton premier assistant. Allez hop, on s'en va. Le boulot s'infiltre partout. Impossible de suivre un cours hebdomadaire de cuisine ou de danse de salon. Certains s'y font très bien, mais ça n'est pas mon cas. Les amis qui ne travaillent pas dans le cinéma et vivent un quotidien en apparence plus balisé se trouvent tout à coup relégués sur une autre planète que tu regardes de loin et côtoies en contrebande quand le boulot le permet. Ils apprennent à faire sans toi, à accueillir comme une heureuse surprise le fait que tu sois finalement présente. Une fête en juin? Un déménagement en septembre? Ouais, carrément, j'en suis, si on ne m'appelle pas pour un tournage d'ici là. L'équipe dont tu fais partie devient ton job, ta famille, tes amis, tes amants. Ils ont le même rythme que toi, comprennent comment ça fonctionne, en vase clos. Il y a cette question que l'on pose si innocemment partout ailleurs, mais qui ici porte en elle tout ce que travailler dans le cinéma veut dire. « Hey, salut, comment tu vas ?» demande-t-on avec l'air de ne pas y toucher. Chez les gens de cinéma, cette formule peut aisément être traduite par « Est-ce que tu bosses en ce moment ?» Mais on ne pose bien sûr jamais directement la question. Les deux réponses possibles sont alors « Super bien, je reviens d'un tournage de 13 semaines en Amazonie, c'était dingue !» ou « Bof, pas terrible, tu sais, on m'a pas appelé depuis 3 mois. » Le boulot comme baromètre du bonheur. Moi, plus je bossais, moins j'étais heureuse. Quand je ne travaillais pas, le stress de ne plus jamais être rappelée, qui semblait tenailler les autres, m'épargnait étrangement. Je savourais la vie comme elle va, les amis, le temps qui passe, la lumière changeante sur l'immeuble d'en face, le sourire de la voisine quand je la croisais, la régularité et la paix comme espace de liberté. « Oh, moi ça va super bien, oui. Tu bosses en ce moment ? » ?»« Ah non, non, pas du tout, pourquoi ?» Je rempile pourtant pour un tour de centrifugeuse. Équipe plus restreinte pour un tournage en extérieur. Ça ne veut pas dire qu'on tourne dehors, mais à plus de 50 km de Paris. La conséquence de tout ça, c'est que la production est contrainte de loger l'équipe sur place. C'est bien connu, tous les gens de cinéma habitent à Paris. Et ça coûte un fric monstre. Seule l'équipe régie, qui s'occupe du versant logistique, transport, nourriture, courses, est composée de locaux. Pour compenser les frais engagés et raccourcir la durée du tournage, on travaille 6 jours sur 7. Ça n'est jamais qu'un jour de boulot supplémentaire par semaine, mais le week-end est lui divisé par 2. Direction le Cotentin donc, pour le premier film d'un illustre inconnu, dont le scénario ne me transporte pas, mais j'ai par contre hâte d'observer le chef opérateur au travail. Il est derrière l'image de plusieurs cinéastes dont j'adore les films, leur axe de rotation. Son nom circule sur toutes les lèvres, miennes comprises. J'ai beaucoup de chance de pouvoir être une petite souris derrière lui pendant 8 semaines. Exit la nuit parisienne, c'est désormais la lande battue par les vents qui sera mon royaume. J'appréhende la densité de travail qui m'attend et le fait de passer 7 jours sur 7 avec des gens avec qui je n'ai pas grand-chose en commun hormis le boulot dans le cinéma et des blagues pas terribles, mais me rassure en me disant que je vais apprendre plein de choses. Je partage un gîte avec vue sur la mer avec Maxence et son deuxième assistant Sylvain. 2 grandes chambres lumineuses côté plage, une petite et sombre côté rue. La hiérarchie de l'équipe caméra étant ce qu'elle est,
La question ne se pose visiblement pas de savoir qui se dévouera pour cette dernière. Elle m'est attribuée sans discuter. Le lendemain, on attaque directement par des scènes de tempête dans les rues d'Agon-Coutainville qu'on jurerait vidées de leurs habitants exprès pour nous. Le visage poupin et les yeux rieurs malgré la cinquantaine qui approche, Yvon, le chef opérateur, prend tout de suite le pouvoir sur le plateau. Notre réalisateur est plus jeune, sans doute pas très talentueux, adorable et mal assuré. Il n'a pas l'avantage dans le combat de petits coqs que lui a réservé le maître des images. Dès le matin, Yvon me baptise Choupette tout en me donnant des ordres absurdes qui transpirent le mépris souriant. Je le déteste immédiatement. Ça n'a l'air de choquer personne. Choupette, c'est moi. En quelques heures, je suis sa chose. Le fait que j'admire tant son travail m'a désarmée. Le soir venu, je dis à Maxence et Sylvain que je n'ai pas faim et m'enfuis sur la plage. Les larmes coulent sans discontinuer, comme elles le feront tous les soirs des semaines suivantes. Rien n'a donc changé. Je suis encore une fois seule, écrasée, merde à la fin. Le plateau de cinéma est une cour d'école. On y fait des marques au sol à la craie. On délimite l'espace. On crie. On chuchote. On se frôle. On cherche sa place dans le groupe. On esquive du mieux qu'on peut les prises de pouvoir. J'y retrouve la fragilité qui était la mienne sous le préau en béton armé de mon enfance. Comment m'insérer dans cette danse? Comment être acceptée? Volontaire, cherchant désespérément comment ça marche et n'y parvenant pas, je crois bien que je ne me suis jamais sentie aussi seule que pendant un tournage. Je rentre finalement au gîte, alors que les deux autres sont endormis. Je squatte toutes les prises électriques pour y brancher les batteries à recharger pour le lendemain et me glisse, résignée, dans des draps qui ne sont pas les miens. J'encaisse les 6 premiers jours comme un tunnel. Les autres se retrouvent le soir autour d'un verre, enchaînent avec les interminables et bientôt mythiques soirées coke de l'équipe cantine, tandis que je pars diluer ma tristesse dans les rues de cette charmante station balnéaire un peu désuète. La nature m'apaise, la plage est belle, le ciel changeant, indifférent au dérisoire de ce tournage sans importance. Je regarde les quelques habitants de la ville comme des bêtes étranges qui ne mesurent pas la chance qui est la leur, appartenir au monde. Merci Manon. Ce passage est vraiment, vraiment chouette, vraiment dur aussi parce que c'est vrai, moi je sais qu'il m'avait marqué quand je l'avais lu. Il montre à la fois vraiment la solitude dont tu parles et que tu commences à vivre là sur ce tournage et qui est quand même assez touchante et assez lourde. Et puis aussi la condescendance et le côté un peu, enfin cette hiérarchie là qui a l'air pesante et le Yvon qui t'appelle Choupette. Enfin, c'est quelque chose que tu as pas mal remarqué quand tu travaillais dans ce milieu-là, justement, cette manière de faire et peut-être avec les femmes aussi plus. Sans doute, je pense que le fait que j'étais à la fois jeune et une femme, ça devait jouer. Et puis j'avais pas les armes que j'ai aujourd'hui, où je suis plus âgée de répondre, quoi. Je me souviens d'un gars qui bossait dans l'équipe des effets spéciaux et qui avait pris ma défense devant le chef opérateur parce que moi j'étais incapable de réagir. Et oui, après, les prises de pouvoir, est-ce qu'elles sont pas dans tous les milieux? Sans doute. Juste la différence dans le milieu du cinéma, c'est que ça fait tellement rêver soi et aussi les autres autour de soi. Enfin, moi, quand je disais que j'étais assistante caméra, que je travaillais dans le cinéma, ça faisait briller les yeux des gens autour de moi. Que c'est un apprentissage de la docilité aussi, quoi. C'est jusqu'à quel prix on est prêt à payer pour faire partie de ce milieu qui fait rêver les gens. Et moi, j'ai mis un certain temps à réaliser que ce prix-là, j'étais pas du tout prête à le payer sur le long terme, quoi. Oui, c'est ça, parce que c'est ce que tu dis dans ce passage, c'est que t'admirais a priori le travail de ce chef opérateur. Et en fait c'est ça, c'est que quand on pense au cinéma, on a tout de suite des images très positives soit de réalisateurs, d'acteurs, d'actrices, réalisatrices, voilà, et donc on va toujours avoir ces images là, et donc j'imagine que la désillusion est d'autant plus forte quand on est confronté à des pratiques qui ne nous conviennent pas et qui sont même parfois difficiles à vivre, quoi. Ben, il y a un truc
qui m'a rendue dingue assez vite et qui a fait que j'ai eu les comédiens très vite dans le nez, même si certains étaient adorables, c'est que les comédiens ont droit à un traitement de faveur très différencié par rapport au reste de l'équipe. Et après, en plus, il y a d'autres degrés de hiérarchie dans les autres équipes. Mais je me souviens très bien du moment où, quand j'ai quitté le milieu du cinéma, j'avais eu une discussion avec un ancien camarade d'école de cinéma qui continue toujours ce métier-là, pour qui ça marche très bien et dont j'étais très proche pendant l'école et à qui j'avais dit mais moi je peux pas supporter que les gens sur un plateau de tournage ou dans n'importe quel milieu professionnel n'aient pas droit à la même quantité de respect, qu'on te respecte en fonction de la fonction que tu as, enfin du métier que tu exerces dans un milieu. Et cet ami-là m'avait répondu, je sais pas, il avait fait un stage sur un film en disant mais moi je viens de faire un stage, Fabrice Lucchini, c'est incroyable ce qu'il fait, c'est tout à fait normal. J'ai plus de respect pour lui que pour la personne qui fait la cantine. Et ça m'avait extrêmement choquée. Et bon, voilà, je me suis dit, ok, en fait, je suis pas faite pour ça. Faut que je m'en aille. Ouais, c'est clair. Ah, c'est un scandale. Mais c'est le même principe dans beaucoup d'endroits. C'est comme le discours de dire j'ai plus de respect pour la personne qui choisit les couleurs dans une usine que pour celle qui l'applique, quoi. Enfin, voilà, en gros, sur la hiérarchie des salaires, la hiérarchie des personnes. Enfin, ouais. Du coup, c'est un engagement politique derrière aussi que d'aller combattre ça. Et je trouve pour le coup que ton livre retranscrit vraiment toutes ces facettes-là. Et donc, entre les deux récits, on a vraiment, sont vraiment deux récits différents sur deux milieux qui sont quand même différents, ça a rappelé, et sur deux expériences que tu as vécues qui ne parlent pas de la même chose, mais pour autant qui viennent se recouper et qui viennent traiter de sujets liés au travail qui sont, à mon sens, assez utiles aujourd'hui aussi, quoi. Du coup, on va se quitter maintenant, mais moi j'étais quand même ravi de discuter avec toi, Manon. Et sachez donc que vous pouvez retrouver le livre Se faire virer donc en vente dans les librairies, mais aussi sur notre site internet. Le livre, donc Manon, tu seras en présentation de ton livre à Rennes, à l'Établi des mots, le 19 juin, donc samedi 19 juin à 16h. Il y a d'autres événements qui sont prévus. Tu as déjà été dans plusieurs librairies, parce que tu as été au Mont-en-l'Air, également à Un livre et une tasse de thé, également aussi à Grenoble, à la librairie Les Modernes, et tu vas passer aussi à Manifesten à Marseille, probablement dans l'été ou à la rentrée. Donc bref, pas mal d'événements autour de ton livre, c'est quand même chouette, c'est cool. Nous, on est assez contents, on aime bien quand nos autoristes bougent comme ça et peuvent présenter leur livre, et c'est vrai qu'il y a une super réception, en tout cas, de Se faire virer dans les librairies, donc on est vraiment contents. Et donc, en tout cas, samedi 19 juin à Rennes. Donc, vu qu'on est sur Quartier des Ondes, vous pouvez passer à Rennes, rencontrer Manon et découvrir ce livre. Pour les prochaines publications, du coup, à venir aux Éditions du Commun, il y a donc dans la même collection des réels un nouveau livre avec cette fameuse identité graphique. Donc on est très content parce que dans la foulée, deux livres sortent dans cette collection. C'est La mélancolie de la NAS de Xavier Calais sur en gros une expérience aussi singulière sur une NAS dans une manifestation qui est suivie d'un interrogatoire assez cocasse. Donc un livre politique fort, mais aussi drôle. Donc ça apporte c'est un livre très très chouette. Ensuite on va rééditer le recueil à punchline qui est écoulé, et une réédition qui va s'accompagner d'un jeu de cartes très chouette autour de punchline de rap. Donc ça va être assez cool. Et enfin, pour finir l'année, exploration urbaine sur les différentes pratiques entre l'urbex, les dérives, les balades, et donc une analyse critique et des récits poétiques d'un groupe, d'un collectif qui s'est constitué autour de Clermont-Ferrand, autour de ces pratiques d'exploration. Voilà. Et ben, en tout cas, merci à toi, Manon, d'avoir joué le jeu de cette présentation du livre, et puis à bientôt. Ben, merci Sylvain, et puis le programme à venir des publications me donne super envie. Et à bientôt à Rennes le 19. À bientôt.